Donc l'idée c'est de faire un petit tour là, sur la diversité des processeurs, parce qu'on avait vu globalement à quoi ressemble un processeur, enfin comment il fonctionne tout ça. Mais maintenant c'est de voir en fait qu'il existe tout un tas de processeurs de familles différentes. Et en fait, toutes ces différences font que on va avoir des microcontrôleurs, des processeurs, des DSP, qui vont tous fonctionner avec un comportement un petit peu différent. Enfin, le comportement de base c'est le même, mais l'architecture est différente. On y retourne? Donc du coup, petit rappel vite fait, 47 premiers transistors bipolaires, 58 circuits intégrés et 60 transistors MOS. Pour la petite histoire, le transistor bipolaire a équipé les processeurs de PC jusqu'aux années 90, milieu 90, et depuis c'est les processeurs MOS qui équipent les processeurs de PC. Voilà. Si vous êtes intéressé un petit peu par ça, vous avez peut-être entendu parler de FinFET, des choses comme ça. C'est juste des technos de transistors à effet de champ, de transistors MOS, donc ça change pas grand-chose. Premier processeur réel commercial, c'est le 4004 d'Intel, processeur en 71. Moi, ça me fait toujours marrer de dire qu'on allait sur la Lune sans processeur, à proprement parler. Alors en fait, si, c'est juste qu'il existait sous format éclaté, quoi, pas sous format circuit intégré. 2300 transistors gravés en 10 micromètres, processeur 4 bits, 16 broches. Son ISA compte 45 instructions. Donc hein, on relie encore le jeu d'instructions, donc la liste des instructions d'assembleur et les capacités matérielles. Et il pouvait réaliser 90 KIPS, ce qui veut dire instructions par seconde. Ok. Tout ça pour 60 $. Si vous voulez, vous pouvez chercher un petit peu sur eBay. Vous le trouvez à 1000 $ maintenant à peu près. Un processeur de 71 opérationnel, je comprends. J'aurais bien aimé en avoir un chez moi, mais pas le budget. Si on regarde, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait, j'oublie toujours, hein, mais peut-être vous, si vous repassez sur ces diapos, quand vous repasserez sur ces diapos-là, vous dire, tiens, je vais comparer ça à l'architecture du PIC 18, et vous allez voir qu'en fait, c'est relativement proche. Qu'est-ce qu'on a? On a Instruction Register. Est-ce que vous savez à quoi il pourrait servir, lui? Non, pas au compteur programme, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. C'est pas l'instruction suivante, c'est l'instruction récupérée. En fait, l'étage fetch que j'ai symbolisé sur la diapo précédente, en fait, c'est un registre qui contient l'adresse, enfin qui contient la valeur, pardon, de l'instruction que je suis allé chercher. Donc le compteur programme, il pointe vers la prochaine instruction, et une fois que je la cherche, je la stocke dans ce instruction register. Instruction register qui alimente quoi après? Décodeur. Le décodeur. Ça tient. Qu'est-ce qu'on a? On a la partie exécution qui se trouve ici, avec l'unité arithmétique et logique. On a un accumulateur, on a des registres temporaires, intermédiaires. On a d'ailleurs, on n'a pas une file de registre? Non, elle n'est pas là. Mais bref, on a toute la partie, et puis la mémoire est à l'extérieur. Donc on a la partie fetch, decode, execute, on a les fils de registre, on a les bus, enfin le bus ici, un bus de 4 bits, okay, et on a les mémoires à l'extérieur. Donc ça ressemble très fortement au PIC 18. Ouais. Le flag flip-flop, ça correspond à l'horloge ou pas? Non, flip-flop. C'est dans la bascule. Ouais, c'est les bascules D en fait. Enfin, c'est les bascules, c'est pas forcément le bascule D, j'ai un doute là-dessus. Parce que bascule D, on dit D-latch, enfin D-latch. Mais flip-flop, c'est bascule. Et puis flag. Flag par rapport à l'ALU, qu'est-ce que ça peut vous rappeler? Pas les instructions. Les états. Les états. Signé, débordement, retenu, 0. En fait, c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est OK? Et ça, du coup, version moderne du schéma d'implémentation. Donc 2300 transistors, tout ça à polariser, à relier à la main. On est en 71. Non, c'était fou. Ouais, alors non, la soudure, non, parce que ça, c'est juste le plan d'implémentation. Derrière, c'est soudé c'est fondu en 10 micromètres. Donc, même très très bon soudure, ça passe pas. C'est fait par la machinerie. Ça ressemble à ça d'ailleurs. Juste parce que j'ai pas souvent l'occasion de me la péter, je trouve que j'ai super bien aligné les deux figures. Voilà. Le script serait content. Ouais. Ah, il est... Ouais, on a eu Ah, super. Super. Ce qu'on peut observer, ça, vous voyez ce que c'est ça? C'est des pins.
Ouais. Ah, c'est ça que j'aurais dû vous ramener, les processeurs. En fait, vous avez le die, donc qui est vraiment la puce de silicium à proprement parler, qui est mise dans un boîtier comme les boîtiers des AOP que vous avez sûrement déjà manipulés. Et en fait, vous avez un fil d'or ou de cuivre qui est relié de là jusqu'aux broches externes du boîtier. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est ça. C'est le début du fil. Mais comment ils faisaient à la main Alors, pareil, ça c'est avec des... Non, là on n'est plus au micromètre, donc ça peut être fait avec de la machinerie contrôlée par humain. Maintenant, c'est complètement automatique. Mais à Mais- 60 $. Ah ouais, mais c'est le volume de production qui fait que tu peux réduire ça. C'est ce qui fait que les processeurs actuels, là, qui utilisent des... j'en reparlerai peut-être quand je parlerai des GPP, mais en gros, une nouvelle ligne de production chez TSMC, le principal fondeur mondial, ça se compte en centaines de millions de dollars. Une ligne, je parle pas d'une usine. Ouais. Voilà. Ouais, Ça y est, vous avez le... ouais. Par contre, ton processeur qui est fondu avec ça, processeur Intel, tu les payes, je sais pas moi, l'ordre de grandeur, 500 balles. 500 balles si tu es sur le haut de gamme, et puis un peu moins si tu es sur le bas de gamme. Tu vois. Alors oui, par contre on n'est plus à 60 balles, on est d'accord. On peut remettre ça en opposition aussi au PIC 18. Hein. PIC 18, c'est quelques dizaines de centimes ou quelques dollars, quoi. C'est vraiment pas cher. Mais c'est le volume de production qui fait ça. Après, voilà, les processeurs comme PIC 18, comme STM32, on n'est pas au nanomètre non plus. Donc c'est-à-dire on tourne sur des process de fabrication relativement anciens qui ont été amortis depuis un moment, quoi. Oui, puis c'est parce qu'on n'a pas aussi forcément le besoin de descendre aussi bas. Ah non, on n'a pas du tout le besoin, effectivement, pour des processeurs, pour des microcontrôleurs, on n'a pas du tout le besoin. Ça va, ça coûte trop cher après si on descend. Ah bah clairement, ouais, c'est ça. Juste pour reprendre un petit peu le plan d'implémentation, on a sûrement qu'on a déjà fait des PCB là dans la salle. Les PCB, quand vous les réalisez, quand vous faites le routage, vous essayez logiquement de placer les composants par, on va dire, bloc fonctionnel. Voilà, vous ne mettez pas les résistances de contraction d'un AOP à un endroit et puis l'AOP à un autre endroit. Vous essayez de tout mettre côte à côte. Ok. Et étage par étage, comme ça. Et ben en fait, pour le processeur, c'est exactement la même chose. On va retrouver toute la partie. Alors on va pas hyper bien. Toc toc. On a l'additionneur qui est ici, on a le gestionnaire de retenue qui est ici, on a le buffer de l'additionneur, donc l'accumulateur qui est ici. On peut remarquer qu'il y a des structures qui sont vachement périodiques. Tout ça, souvent, c'est des adresses, enfin des mémoires, pardon. Donc en fait, c'est des lots de bascule qui sont mis à tel ou tel endroit. Ce que je peux vous proposer, c'est ça, vite fait. Ouais, j'ai pas de son, mais c'est pas grave. C'est une simulation à 6 cycles par seconde. Donc là, vous avez 6 cycles par seconde. Du coup, en réalité, on est à 90 kilo instructions par seconde, hein, pour rappel. Donc voilà un petit peu ce qu'une instruction va venir manipuler comme broche. Donc là, on voit clairement la partie, les parties mémoire ici et là. Là, on voit les bus de données qui vont plutôt être... Enfin, non, c'est même pas des bus, ça, c'est des fils de contrôle qui vont être là. Les bus vont plutôt être là, d'ailleurs. On les voit, hein. Plein de données parallèles. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est une vidéo qui dure plusieurs dizaines de secondes. En réalité, ça dure 0,4 secondes, je crois. Voilà, dans la vraie vie. Voilà. C'est de l'ASMR, mais pour les yeux. Je sais pas comment on dit. Voilà. Et donc ça, ce processeur-là, du coup, eh ben, on en parlait tout à l'heure, à comparer au processeur moderne. Voilà. Tel Pentium. Alors c'est pas le schéma, ça c'est juste le die. Donc c'est juste une vue. Ouais, c'est juste une photo du die. Il doit y avoir des caches dessus, non? Il y a des caches dessus, mais ça c'est Intel qui les fournit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils fournissent, par contre, tu vois pas dessus. De toute façon, maintenant le contenu est tellement petit que tu ne sais pas ce qu'il y a. On est sur une lithographie à 7 nanomètres. Ah la vache. Alors, 7 nanomètres, attention quand même, c'est le nom du nœud technologique, c'est le nom marketing. En réalité, on n'est pas à 7 nanomètres, on est un petit peu plus. Parce que ces ordres de grandeur-là, on est dans l'atome, non? L'atome, on est, si tu comptes 7 nanomètres, tu es à 70 atomes. Voilà. Alors, de quoi qu'on parle? On parle de la longueur du canal. La longueur du canal, si je reviens sur le transistor MOS très rapidement,
On parle de la longueur L qui est ici. Ok. Ok. Donc en fait, vous avez un substrat qui est en bleu, qui est entièrement, il est de type P ici, donc c'est-à-dire qu'il est déficitaire en électrons. Ok. Il a beaucoup de trous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux puits à électrons au niveau du drain de la source. Ok. Et avec la grille qui est ici, l'objectif, c'est, même si on est déficitaire en électrons dans la zone bleue, ici la zone P, il y en a quand même, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tous les concentrer au même endroit, ici. Comment je fais pour attirer tous les électrons ici? Ben, j'applique une tension positive. Le plus attire le moins. Donc tous les électrons qui sont dans la zone bleue vont essayer de se coller ici. Et donc je vais me retrouver avec ce qu'on appelle un canal, un chemin qui va relier une zone avec beaucoup d'électrons vers une autre zone avec beaucoup d'électrons, donc du drain vers la source, tout en ayant, entre les deux du coup, rassemblé énormément d'électrons. Voilà. Et c'est comme ça que vous faites un robinet au final. Je vous ai évoqué l'aspect robinet, avec une tension. Vous venez attirer plus ou moins d'électrons au niveau d'ici. Voilà. Et donc le 7 nanomètres, c'est la distance. En gros, j'ai 70 atomes de là jusqu'à là. C'est pas mal. Et donc là, par contre, ce qu'on n'a pas comme info, ce que Intel ne donne plus comme info, c'est le nombre de transistors. Ce qu'on a, c'est des estimations. Bon, je ne l'ai même pas là, tu vois. Et là, par contre, voilà, le prix, on est à pas loin de $600. Ah, oui, c'est ça, i9, je suis monté un petit peu en gamme. Hein. 5,8 GHz. C'est ça. La deuxième valeur, c'est quand il est overclocké ou... Ça, c'est le turbo mode, ouais. Donc c'est du overclocking. 125 watts quand même. Voilà. Là où l'objectif des microcontrôleurs, c'est d'être au microwatts, milliwatts peut-être. Voilà. 125 watts. Ouais, on peut faire cuire des œufs dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, bah ouais. Tu veux pas? Ouais. Et on en revient, obligé parce que on en revient ensuite à la réputation qu'on peut avoir avec les salles d'automatique ou de TP. Bref. Alors juste le 4004, pour revenir au 4004, il y en a qui m'ont déjà parlé du chipset au premier cours. Alors, en fait, le premier chipset, ça veut dire littéralement un jeu de composants. Il vient du fait que le 4004, c'était juste un processeur, mais pas la mémoire. Donc, au 4004, on venait rajouter le 4002 de la RAM, le 4001 de la ROM, et puis le 4003 qui est un registre à décalage qui permettait, en gros, d'augmenter mécaniquement, enfin plutôt électroniquement, le nombre d'entrées-sorties. Et voilà, avec tout ça, on avait un système complet. Donc là, on va dire un ordinateur à base de 4004. Cet ordinateur, en fait, c'était une machine à calculer, hein, vous la voyez ici. On retrouvait le 4004 à peu près au centre. On retrouvait le 4001 et le 4002 à proximité. Donc le 4001, on a dit, c'est la ROM, et le 4002, c'est la RAM. Et puis le 4003 qui est un petit peu plus loin, qui est où, si vous voyez toutes les pistes, reliées vers les boutons, donc qui sont l'extension pour accéder à tous les boutons de la machine. C'est beau. Ouais, c'est joli. Ouais, les pistes arrondies, théoriquement, on devrait faire ça. Ce serait plus efficace. C'est pas pour aller plus vite, c'est pour limiter aussi propagation du signal, les réflexions du signal. Ah oui, parce qu'on a... Oui, c'est vrai, quoi, tu fais peut-être pas... Alors là, celui-là, on n'était pas gigahertz. Hein. On est en kilo. On est 740 kHz, ce qui fait 90 kilo instructions par seconde, je crois que c'était ça. 740 kHz. Donc ça va encore. Hein, voilà. Par contre, sur les cartes mères, c'est ça que j'aurais dû vous ramener encore une fois, sur les cartes mères actuelles, vous pouvez voir que vous allez avoir des pistes qui vont être en créneau. Voilà, notamment pour accéder à la RAM. En fait, pourquoi? Parce que la RAM, c'est des canaux, c'est une communication parallèle. C'est-à-dire que pour envoyer une donnée, il faut envoyer sur plusieurs fils. Et pour que les données arrivent au même endroit, au même moment, il faut que, voilà, faut en gros rallonger les pistes qui se trouvent à la corde. Okay. Alors maintenant, il n'y a plus besoin de calculer, hein, c'est le logiciel qui fait ça tout seul. Mais il faut prendre ça en compte. Sur les bords, par exemple, sur les bords sur le niveau des plus, on fait toujours ça. Ouais. Respecter la longueur. Ouais. Alors pour des applications qui ne sont pas critiques, je vais dire de l'I2C, du SPI, ça passe quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Après les oscillateurs, l'objectif c'est justement d'être hyper précis. Donc, oui, non mais oscillateurs, je veux dire pour faire un temps d'horloge. Ouais.
Ok, il manque des choses ou pas? Non, c'est normal. Alors en fait, depuis 4004, les processeurs ont beaucoup évolué. Ok, il y a eu différentes évolutions possibles. Donc il y a le ARM que vous connaissez peut-être, les FPGA qui sont un type particulier de processeur. Il y a des processeurs qui ont disparu, il y a des technos qui ont disparu. Typiquement tout ce qui est UVPROM, par exemple, ça a disparu. Tout ce qui est ATUB, ça a disparu. Voilà. Sauf pour des marchés de niche. Mais sinon, globalement, l'écosystème fait qu'il y a quelques grandes familles de processeurs qui ont émergé, qui existent actuellement. Et donc parmi toutes ces évolutions actuelles, toutes ces évolutions, lesquelles sont actuelles, lesquelles sont à venir et lesquelles ont disparu, nous on va regarder plutôt les architectures actuelles. On va parler dans ce cours-là, quand je dis ce cours-là, c'est cet enseignement-là, système embarqué, on parlera de microcontrôleurs. On parlera de GPP en 2A, en architecture des ordinateurs. On parlera de application processor, vite fait, quand on fera du Linux embarqué par exemple, en 3e année. FPGA, je laisse Alexandre vous expliquer ça. DSP, j'avais un enseignement, je l'ai fait disparaître parce que ça, par contre, c'est une techno qui a tendance à disparaître en tant que processeur seul. Maintenant, ça devient un coprocesseur. Donc, un peu comme votre carte graphique ne peut pas être un processeur à elle seule. C'est un coprocesseur. Et puis, voilà, GPU, peut-être qu'on mettra un enseignement dessus, c'est pas sûr encore. C'est pas forcément les besoins de l'embarqué à proprement parler. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a tout ce qui est system on chip ou system on board. Donc, system on chip, typiquement, ce que je vous disais, on peut avoir un chip qui va contenir une puce avec un microcontrôleur et une puce avec un DSP. Ou typiquement, ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est sûrement un Qualcomm, votre processeur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un application processor qui va faire tourner Android. Et puis, il y aura un DSP qui va faire tourner la partie son et un petit GPU qui va faire tourner la partie vidéo sur votre téléphone. Ce qui fait qu'on peut jouer à des jeux vidéo raisonnables, par exemple, sur un téléphone. Okay. Par exemple, TFT. Vous voyez que je suis centré sur un jeu ou pas? Et puis on a les systèmes on board. Système on board, du coup, système on board, c'est sur une carte, vous avez plusieurs types de processeurs différents. Typiquement votre PC. Votre PC, le GPP qui fait tourner votre système, et puis le GPU qui fait tourner vos jeux vidéo par exemple. On a une partie des processeurs qui sont dites généralistes et qui sont orientés contrôle, supervision, application. Okay. Et une partie qui est orientée, qui sont les architectures spécialisées, qui sont orientées algorithmie. Okay. Donc chacun va avoir des forces et des faiblesses en application ou en algorithmie. Mais voilà les gros marchés quand même qui sont pris par ces processeurs. Ok. Petit cas particulier, hein, le FPGA, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais processeur, pas processeur, ça dépend de la personne avec qui vous parlez. Et d'ailleurs, ça doit être le seul, c'est le seul processeur que moi j'enseigne pas. Je laisse ça aux professionnels, donc Alexandre. Le MCU, très rapidement, le MCU, qu'est-ce que c'est? Le MCU, l'idée, donc microcontroller unit, c'est des processeurs que l'on trouve absolument partout. Cette diapo, je vous l'ai déjà montré dans le premier chapitre, c'est pas la peine de revenir dessus. À quoi ça sert? Ça sert surtout à faire de la supervision, du contrôle. Okay, pour des systèmes qui vont sûrement piloter des entrées-sorties. Et ils sont utilisés dans des applications vraiment avec un cahier des charges spécifique. Ce que je vous ai dit encore une fois lundi, c'est que je ne peux pas reprogrammer le processeur qui est ici pour faire autre chose. Voilà. Et le firmware qui est embarqué, il a été fait pour répondre à un cahier des charges pointeur laser. Ok. Il y a une différence entre ce schéma-là et le premier schéma du chapitre précédent. La flèche du périphérique. La flèche du périphérique n'était pas là? Bon alors il y a deux différences. C'est pas la différence qui m'intéresse. Non. Il y a un cadre autour. Et effectivement, pourquoi? Parce que dans le MCU, tout est intégré dans un seul composant. Ok. Donc dans un MCU, vous allez avoir le CPU, vous allez avoir les mémoires, flash et RAM, et vous allez avoir des périphériques. Ok. Je prends l'exemple de MCU, un PIC 18, bon, c'est pas celui qu'on utilisera, qui est sur une carte ici.
Et puis vous avez le schéma d'implémentation à droite. On se fait un petit jeu ou pas? On identifie les composants et puis les... Et puis enfin, sur le schéma et sur la carte. Oui. Alors vas-y, Il y a une allume. il y a un bouton déjà. Lequel? Tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche là? Ok, c'est quel bouton? C'est un peu petit. Hein. C'est quel symbole là? Bouton reset. Sur la droite, là. Non, sur la gauche. Tout Sur la gauche, là. Reset. Ouais. Eh ouais, il y a deux boutons. Alors il est où le deuxième sur la carte? Il est en dessous du connecteur blanc. Il est là. Et là, ça se voit pas, mais c'est marqué reset. Ah, Et merde. là, ça va être marqué but. Et là, c'est marqué but. Il y a une prise. Ok, il y a une prise jack. Ok, tu la retrouves où? Tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche de quoi? De là? Non, ah non, tout en haut à droite. Ouais, tout en haut à droite là. Tout en haut à gauche pour. Ouais, ok. Ce qu'on appelle un barrel jack. Après, on a un USB type B. Un USB type B Là, ici. ouais, Ouais. et il est en bas à gauche sur le schéma. Et il est en bas à gauche sur le schéma? À droite. À droite? Ouais. Là où c'est marqué USB d'ailleurs. Il y a un lien. Après, on a un régulateur. Régulateur. Où ça? À côté des condos. C'est un 7805, ouais. Condo du. Qui est ici. En fait, on le voit du dessus, on voit quasiment que sa partie dissipateur, sa partie arrière. On voit juste la partie du boîtier qui est en marge juste là quand même. Qui correspond du coup. AVR 7805 là. Là, ici, Oui. oui, c'est le régulateur. Ok. Il y a un... Il y a le Régulateur, diode, juste. Avant d'aller plus loin, tout le monde est clair sur ce que c'est qu'un régulateur ou pas? Oui. Ouais. C'est les noms qui m'intéressent. Ok. Régulateur, tu vas avoir une certaine tension d'entrée, continue. Il va te fournir une autre tension en sortie, continue. Donc typiquement la famille des 78, ils font ça. Donc là c'est un 78,05. Son objectif c'est de fournir 0,5 volts, 5 volts en sortie. Ok. Il y a les 78,33 qui sortent du 3,3 volts, et les 78,12 qui sortent du 12 volts. Enfin, ok. La tension d'entrée, doit être continue et comprise dans une certaine plage. Ouais. Une autre manière de faire ça, de faire du continu vers du continu. Non, Diode. Hasher. Le Hasher, donc convertisseur DC-DC qu'on va appeler buck ou boost par exemple, selon le mode. Eux, ils font pareil. Ils sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus chers, mais avec un rendement très proche de 1. C'est ça, ce qui récupère. Ah, c'est tout les volumes partout. Avec il y a une bobine, un transistor, une carte. et une diode. Oui. Et voilà, c'est beaucoup de composants qui doivent être pilotés à une certaine fréquence, nanana, avec des temps de commutation pour le transistor. C'est chiant à faire. Ok. Par contre, le rendement, il est vraiment très très proche de 1. Là, par contre, si vous faites circuler, par exemple, je sais pas moi, votre circuit là derrière, il pompe 500 mA, j'ai une connerie comme ça, et que là vous alimentez en 7 volts et qu'en sortie vous avez 5 volts, et ben en gros vous avez 500 mA qui passent à travers le 78,05 et vous avez 2 volts de différence entre les deux. Donc déjà lui, tout seul, il consommerait 1 watt. Il dissiperait 1 watt. Okay. Et donc, faut un gros dissipateur thermique et en plus son rendement il est pourri parce que juste dans ce composant là, il y a 1 watt qui est perdu en chaleur. Et 1 watt ça brûle. Hein. Les résistances, vous savez, ça dissipe jusqu'à combien? 1/4 de watt. Les résistances que vous avez utilisées sur les breadboards. On appelle ça des résistances quart de watt. Et même sans les cramer, vous pouvez réussir à vous brûler avec. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Et donc, juste pour rester sur ce régulateur-là, l'idée c'est d'absorber, enfin d'avoir en entrée une tension DC, donc relativement lisse, et de fournir une tension relativement lisse. C'est pour ça qu'autour du régulateur, vous trouverez toujours des condensateurs. Il y en a combien? 3, 1 en entrée, 2 en sortie. Alors ça dépend de l'application. 2 électrochimiques, vous les voyez polarisés ici. Paf, paf. Et un céramique qui se trouve, si j'ai pas de bêtises, il est en dessous. C'est avec lui. C'est caché. Ouais, il était caché, ouais. Il y a des pièges. Il y a un fond de diode. Il y a quoi d'autre? Il y a un PIC 18. Et effectivement. Mais non. On sait pas où il est par contre. Ok, quoi d'autre? Il y a quoi à côté? Alors, un oscillateur, Il y a un quartz. un quartz. Ok. Ou cristal en anglais. Le quartz, il est là. Avec Ok. son pont. Il ressemble à ça. Et il y a 2 coups Et il manque les condensateurs Qui sont dessous derrière. qui sont en dessous. Encore. Les deux là. Ça, c'était caché. Ok. Ça sert à quoi le quartz? La cadencée.
à donner un signal d'horloge précis. Les pics sont équipés, comme tout plein d'autres microcontrôleurs, d'un quartz interne. Souvent en interne, ils sont moins précis que ceux qui sont en externe. Il n'y a pas aussi des fréquences qui sont aussi moins élevées du coup pour l'interne? Ça dépend, tu peux acheter des quartz externes avec une fréquence basse. Oui. Mais surtout, en fait, l'avantage, c'est que tu ne maîtrises pas forcément à quelle température il évolue ton quartz aussi. Parce que la fréquence de battement du quartz dépend de la température. Et si ton microcontrôleur il chauffe, bah, ça va faire baisser sa fréquence. Le quartz, c'est un matériau piézoélectrique. Vous le compressez, ça génère une tension. Ou, vous lui appliquez une tension, il se met à vibrer. Ça, typiquement, c'est les buzzers avec un son dégueulasse. Bah, c'est du quartz. Et en fait, comment ça fonctionne? Et bah, avec des condensateurs, là, il va aller charger, se décharger dans l'un et l'autre condensateur, ce qui fait que ça va entretenir sa vibration mécanique et entretenir cette vibration électrique. On fait rentrer en résonance. Ok, qu'y a-t-il d'autre? En pompe diode. Pompe diode qui est là. Ouais. Ok. Qui est où? Il est en noir sous le jack. Qui est juste entre le baril jack et le régulateur, qui est effectivement en CMS. Ça veut dire qu'on met de l'alternative dans le jack? On peut mettre de l'alternative dans ce jack, ouais. C'est marqué 9 volts DC, 6 volts AC. Il y a une LED. Il y a la LED, ouais. La LED avec Avec une résistance, et puis le bumper. un jumper ici. Le jumper qui permet de la débrancher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a des résistances. Ouais, des résistances, condensateurs. Après, il y a... Et ça, on n'a pas parlé de ça. c'est un contact, un broche. C'est pas un C'est pas en contact, programmation. c'est le port de programmation. C'est lui. Et regardez, il doit avoir un signal relié à la masse, un signal relié au reset ici, et puis trois signaux reliés à PGD, PGC et je sais plus c'est quoi l'autre. Programme PGM. Le MCLR, c'est lui. C'est le Master Clear, c'est le reset. Mais du coup, là, c'est de la programmation. Sur les 32, il n'y a pas 3 broches de prog. Et sur les 3 à droite, sur les 32, il y a plus. Sur les pics 32. Ouais, mais là, c'est un pic. Voilà, en tout cas, c'est l'interface, c'est la somme de programmation. En général, je préfère en parler quand même, c'est que là-dessus, par exemple, il n'y en a pas. Ouais, en tout cas, j'imagine. Mais sur des produits qui seront à maintenir sur le PCB, il faudra laisser une somme de programmation éventuellement. C'est OK? Alors du coup, il y a différentes familles aussi de microcontrôleurs. Parmi ces différentes familles, bon, on va les évoquer un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, on a parlé d'ISA, hein, je vous ai dit, le jeu d'instruction en fait va varier selon le processeur, par exemple. En fait, il est quand même relativement commun au sein, enfin, pour les processeurs qui sont au sein d'une même famille. Voilà. Tous les PIC 18 vont avoir un jeu d'instruction très très proche. Okay, je dis très très proche parce qu'il peut quand même y avoir des différences. En tout cas, il peut y avoir un jeu d'instruction commun. Pareil pour tous les ARM, pareil pour tous les Intel, voilà, le jeu d'instruction va être relativement proche. Premier type de processeur qu'on peut évoquer, de microcontrôleur qu'on peut évoquer, c'est Arduino. Arduino, je l'évoque pour vous dire qu'on ne travaillera jamais avec, et si vous me demandez l'aide, je vous dirai non. Pourquoi? Ouais, c'est dommage. Alors, en vrai, j'ai rien contre Arduino. Je trouve qu'ils ont plein de bonnes choses, c'est pas du tout, j'ai rien contre eux, mais d'un point de vue pédagogique, moi je suis censé vous emmener au métier d'ingénieur en embarqué. Il faudrait peut-être ingénieur en automatique, ingénieur en C, ingénieur en analogique, je sais pas. Mais moi, mon carcan, c'est ça. Et donc, Arduino, le truc, c'est que en fait, vous maîtrisez rien de ce qui se trouve à l'intérieur. Okay, vous avez une surcouche logicielle qui est là, et qui vous cache plein de choses. Typiquement, vous avez la fonction, je ne sais plus comment elle s'appelle, délai. Ouais. Elle existe, hein. Et ben voilà, elle peut fonctionner. Vous avez les fonctions qui vous permettent de piloter un PWM. Si vous voulez changer la fréquence du PWM et que vous utilisez délai 1000, et ben c'est plus 1000 comme délai. Voilà. Donc en fait, il y a plein de dépendances, il y a plein de trucs qui sont cachés, voilà. Donc, Arduino, moi je vous dirais non. Par contre, c'est possible de piloter l'ATmega 328P, donc le microcontrôleur de cette carte-là, de le programmer directement comme un microcontrôleur sur une carte Arduino. Et ça, du coup, voilà, ça se passe bien. Mais voilà, juste Arduino, j'ai rien contre, sauf pas en formation, parce que nous, l'objectif, c'est de comprendre justement tous les étages de la chaîne. Et c'est pas d'utiliser des outils d'abstraction. Voilà, et c'est le cœur de marché du marché cible d'Arduino.
Ok. Par contre, ils ont fait un truc hyper bien Arduino quand même. Alors, il y a tout l'aspect librairie, collaboration, tout ça. Mais ça vient pas vraiment d'eux. Alors, standardisation, c'est bien aussi, ouais. D'ailleurs, en fait, on pourra regarder, mais les cartes Nucléo de STM32 utilisent le même connecteur Arduino. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le processeur avec la sonde de programmation embarquée, et tout ça pas cher. Et ce qui fait qu'en fait, il y en a plein qui ont fait pareil. Je vous donne un exemple. PIC 18. PIC 18, de Cherbourg, il y en a quelques-uns, c'est ça? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait Jeux Ouais. PIC 18 aussi ou pas? ICD2, ICD3 pour programmer le camembert. Ça te parle pas? Non. PIC-Kit. PIC-Kit, ouais. Bref, du coup à Cherbourg, c'est un ICD2, c'est peut-être ICD3 maintenant. Oh, vous avez grandi depuis que j'y suis allé. Ça marche moyennement, mais... Alors c'est surtout que ça marche au portefeuille. On paye combien? C'est quoi, 200, 300 balles ce truc-là? Ouais, c'est pas un 500 € pour la dernière. Bah, les 5, ouais, c'est 500 €. Et donc c'est la sonde de programmation qui ressemble à un camembert, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui vaut absolument la peau des fesses. Voilà. T'achètes le microcontrôleur à côté, le microcontrôleur c'est quelques dollars, mais la sonde de programmation c'est 200, 300 $. Voilà. Arduino, eux, ils vendent leurs cartes, c'est combien? 15 €? Comme ça? L'ordre de grandeur? Un peu plus. Ah, c'est plus que ça, ouais. C'est plus que ça? Si c'est la vraie marque Arduino, C'est la, ouais, 50 balles. Uno, ouais, c'est 50 €. Oh, l'inflation s'est pris ça dans la gueule. Hein. Ainsi que regardez, hein, Bref. Uno. Si je reviens maintenant sur la Curiosity, donc c'est une carte PIC 18 qu'on va utiliser en TP. La sonde de programmation est intégrée dessus. Et elle doit coûter 30 balles. Vous regardez les STM32, ça coûte entre 20 et 30 balles. Voilà, pour celles que nous on a dans les salles. Et la sonde de programmation est directement intégrée dessus. Combien? 30 €. C'est l'avantage du coup de d'Arduino en fait, à apporter ça, la démocratisation en fait, d'avoir tout en embarqué et à pas cher. Autre type de famille, ah oui pardon, en fait là je parle d'Arduino en tant que gamme Arduino, hein, mais si je parle du processeur, le cœur de processeur c'est AVR, c'est fait par Atmel. Atmel qui a été racheté par Microchip. Voilà. Et Microchip étant du coup depuis le leader mondial du microcontrôleur 8 bits. En gros il y avait numéro 1, numéro 2, c'était Microchip et Atmel. Et en achetant Atmel, voilà, ils ont écrasé la concurrence. Autre type de cœur, c'est les cœurs ARM. Alors je parle de cœur, pourquoi juste du cœur? Est-ce que vous sachez? Parce qu'en fait, ARM, c'est pas un fabricant de microcontrôleurs, il fabrique que le cœur. Le cœur, c'est le CPU. Okay, et éventuellement des petites choses qui vont à l'intérieur. Mais il fabrique pas les mémoires, il fabrique pas les périphériques. ST Microelectronics, par exemple, va dire je prends le cœur ARM, je rajoute mes mémoires, je rajoute mes périphériques. Texas va faire pareil, Samsung va faire pareil, Apple va faire pareil. Okay. Donc tout le monde fonctionne avec le même cœur de base, le même CPU. En tout cas, il y a différentes familles de CPU à l'intérieur. Mais bref, tout le monde va, en gros, acheter les plans du cœur chez ARM et rajouter derrière ses périphériques et ses mémoires. Okay. ARM, du coup, c'est clairement le processeur, enfin le cœur de processeur, l'architecture la plus rencontrée maintenant. Okay. Pourquoi? Parce que en fait, c'est dans tous les microcontrôleurs. Quasiment tous. Les exceptions, je vous l'ai dit, Microchip, Atmel. Voilà. Et c'est aussi dans la plupart des processeurs applicatifs. Processeurs applicatifs, c'est ceux qui équipent vos téléphones. Okay. Tout ce qui est Qualcomm ou Mac, je vous ai dit, Apple, pardon, et ben, c'est du ARM aussi qui est à l'intérieur. Et donc ce qui fait que ce sont des processeurs parmi les plus répandus. Et l'avantage de ça, c'est qu'au final, ça fait une communauté de développeurs, des forums, tout un environnement de développement au final qui est hyper stable et hyper soutenu par tout un tas de développeurs dans l'intégralité du monde. Si je prends par exemple ici, ah oui, et ils sont forts en marketing, parce qu'ils ont 3 gammes ARM. La gamme A, la gamme R, la gamme M. A, c'est pour les Cortex A, comme les processeurs applicatifs. C'est ceux qui sont dans vos PC, dans vos téléphones, typiquement capables de faire tourner un OS. Voilà. D'ailleurs, les Apple M1, c'est du Cortex A qui est dedans. Voilà. Donc là, on est même sur un processeur de PC qui est basé sur un cœur A.
Il y a les Cortex R, je les ai jamais rencontrés. C'est des R, c'est des real time, temps réel. Je peux pas dire autre chose puisque je les ai jamais rencontrés. Et il y a les Cortex M, M qui veut dire microcontrôleur. Donc pour toutes les applications basse consommation, on va utiliser du Cortex M microcontrôleur. Et après, vous allez avoir à l'intérieur de cette gamme-là, Cortex M, plusieurs familles. Les M0, vraiment minimalistes, les M7, vraiment full power, au sens microcontrôleur du terme. D'accord, on ne fait toujours pas tourner un OS dessus, mais il y a pas mal de fonctionnalités en plus. Si on regarde par exemple, ici vous avez une comparaison entre Cortex M7 et Cortex M0, avec, j'arrive pas à voir, qu'est-ce qu'on a en plus? DSP, donc pour faire du traitement du signal numérique, FPU, Floating Point Unit, pour faire des calculs en virgule flottante, parce qu'on n'a pas le M0 par exemple. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? JTAG, il y a dans les deux cas, c'est pour faire la programmation du debug, donc ça c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? CC, c'est code correcteur d'erreur. Vous verrez ça avec Alexandre en 3A, je crois. Enfin bref. Voilà, il y a des différences. Ok. Mais ARM, c'est pas un fondeur. Ils ont juste conçu un cœur. Ils font les plans. Ils font les plans. Ils vendent les plans. Et ils vendent les plans. Alors, c'est le business model, c'est pas vraiment la vente de plans, c'est les royalties plutôt. Je te laisse exploiter mon brevet en gros, et tu payes voilà, par unité. Et ce qui fait que ils ont été très profitables pendant très longtemps. Ils sont pas toujours d'ailleurs. Et donc, parmi ça, par exemple, on va prendre ST Microelectronics avec sa gamme STM32, qui lui est leader mondial du marché 32 bits. Du microcontrôleur 32 bits. Donc on avait parlé de microchip pour leader mondial du marché 8 bits. C'est pour ça que nous, on le voit en première année. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on le voit en première année. Et en deuxième année, c'est une des raisons pour lesquelles on passe sur STM32. Comme ça, vous aurez vu les architectures les plus répandues sur le marché. On essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas déconnectés de la réalité du travail. Et donc, les STM32 sont des processeurs 32 bits basés sur un Cortex M, donc un cœur microcontrôleur. Et là, par exemple, si je prends ici la gamme STM32F, non, il y a plusieurs gammes justement. Il y a les L, c'est les low power, il y a les F, c'est full performance. Il y en a d'autres entre temps. Il y a les C0 qui sont partis vraiment en mode consommation vraiment petite. Bref, et vous voyez qu'au final, il y a des choses qui sont communes à tous les STM32 sur la gauche. Et puis ensuite, en fonction de la famille, on va pouvoir ajouter des choses. Donc ça va être de la mémoire, ça va être des périphériques, ça va être de la fréquence de fonctionnement, des choses comme ça. Voilà. Mais tout ça, ça tourne avec des cœurs très proches, ce qui fait que, avec ces cœurs très proches, on a le même jeu d'instruction ou un jeu d'instruction relativement proche, relativement similaire. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu comme pour Arduino, sur la Nucleo ici, la carte qui est décomposée en deux morceaux, la partie interface de programmation et la partie cible, là où on va vraiment avoir toute notre application. Et on retrouve d'ailleurs des connecteurs Arduino qui sont là. Ok. Ça va pour ça? Alors, en termes de marché, qu'est-ce qu'on a comme marché pour les microcontrôleurs? Tout ce qui est low power et tout ce qui est fort volume de production. Okay. Un marché relativement émergent, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, du coup, qui lui... alors, les chiffres, ils datent un petit peu, je ne les ai pas mis à jour. Mais en gros, voilà, l'IoT, en 2025, c'est censé représenter plus d'un quart des applications à base de microcontrôleurs. Donc ça fait beaucoup quand même. Si on regarde un petit peu les collisions d'ailleurs, est-ce qu'on a des collisions là? Si. À partir de 2022, c'était les prévisions. Il va falloir que je remette à jour du coup. Voilà, en termes de nombre d'objets connectés, tout ça, voilà, ça augmente. Qu'on parle de IoT 5G, IoT, il n'y a pas le LoRa, c'est dans les LPWA, voilà. Low Power, Wide Area, Ouais. ça va être ça. Bref. Pareil, et puis on va terminer sur ces quelques diapos. Voir un petit peu justement l'écosystème du point de vue des professionnels qui travaillent dedans. Pour le microcontrôleur, clairement, l'idée, c'est à droite le plus récent. Là, c'est juste, j'ai laissé les anciennes, celles de 2019 et celles
de 2023, juste pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc le C, il est toujours en tête, voilà. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, on a vu une diapo à peu près similaire, si ce n'est qu'il y a Rust qui commence à pointer le bout de son nez. Voilà. En termes de fournisseurs de microcontrôleurs, voilà, ceux qui sont le plus cités, voilà, ST Microelectronics, NXP, Texas, Microchip, voilà. Marche comment les pourcents? Oui, non, la somme ne fait pas 100%. Est-ce que, en gros, tu penses pouvoir travailler plus tard avec du ST, avec du NXP, avec c'est qui a répondu oui, qui a répondu non. D'accord. Plusieurs réponses autorisées. Microchip, faut rendre des datasheets. Eh ben, justement, moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je le garde en première année, je trouve que les datasheets sont lisibles. Alors, en fait, non. C'est le pic. PIC 18. En fait, c'est pas qu'elles sont lisibles, c'est par contre que les schémas sont suffisamment détaillés pour avoir une vue assez précise du matériel. Et ça, en première année, ça m'intéresse. Je peux comparer par rapport aux docs de STM32, qui sont très bien faites aussi. Par contre, on n'a pas une vue aussi bas niveau que sur les docs de en termes de processeurs 32 bits, ce qui parle vraiment surtout, c'est les microcontrôleurs STM32. Raspberry Pi, j'ai pas envie de le compter dedans parce qu'on n'est pas sur du microcontrôleur. Pareil pour IMX, on n'est pas sur du microcontrôleur. Par contre, là, on revient sur du microcontrôleur juste après. En termes de 8 bits, c'est Microchip PIC, donc pour les PIC, ou AVR pour les anciens Atmel qui ont été rachetés par PIC 2. Voilà. Et puis je pense qu'on est tout bon. Les autres architectures, je vous les repasserai en revue vite fait la prochaine fois. Mais là, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là.